Bonjour, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de décembre et en décembre j'ai quand même pas mal lu et je suis plutôt contente, même si il est vrai que le rythme de la dernière semaine, même si c'était les vacances mais avec les fêtes, n'était pas extraordinaire, mais c'est ainsi, c'est parti du coup pour ce bilan lecture du mois de décembre. Nous commençons avec des statistiques, donc je vous disais 11 livres lus, ce qui est à peu près ce que je lis en moyenne chaque mois, donc je suis quand même satisfaite de ce chiffre-là. D'autant plus, et vous allez le voir, c'est un bilan lecture où il n'y a pas que de la SFFF. Voilà. En termes d'autrices et d'auteurs, j'ai lu 9 autrices et 2 auteurs, donc vraiment une majorité d'autrices. Je suis très contente de cette statistique, même si en vrai il y a une autrice que j'ai lue plusieurs fois ce mois-ci, mais n'empêche, majoritairement il y a plus d'autrices que d'auteurs. Je vous disais, je n'ai pas lu que de la SFFF puisque j'ai lu que, entre guillemets, 5 livres de SFFF, donc de science-fiction ou de fantasy, donc un petit peu moins de la moitié, 5 livres de littérature blanche et, pour que le compte soit bon, un essai, oui, un essai. Bref, j'y reviendrai. En termes de saga, là aussi, j'ai fait les choses plutôt convenablement. Je n'ai commencé qu'une seule saga. J'en ai poursuivi 2 et j'en ai terminé une. Donc vraiment un bilan lecture intéressant. Et je vous propose de commencer directement, vous avez l'habitude, avec la SFFF. Et nous allons commencer avec Les Aventuriers de la Mer, le tome 5 et le tome 6, écrit par Robin Hobb. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans la vidéo je crois du bilan lecture de novembre, que j'avais repris et que j'avais lu le tome 4. Et là j'ai écouté du coup le tome 5 et le tome 6. J'aime vraiment beaucoup. J'étais la première à dire que je détestais la première intégrale, j'avais quand même DNF, donc pas continuer cette saga. À ce moment-là, vraiment, j'étais pas du tout emballée. Les personnages, notamment masculins, me faisaient beaucoup grincer des dents, mais ça change. En fait, je trouve que à partir de la deuxième intégrale, on est sur un livre de fantasy comme je les aime, à savoir avec des réels enjeux politiques. Ici, dans cette deuxième intégrale, il se joue des choses qui étaient déjà dessinées, entreaperçues dans l'intégrale numéro 1, donc les 3 premiers tomes en français, à savoir les enjeux autour de Terryville avec les relations entre Terryville et Jamilia, qui est un peu le cœur, la capitale de cet empire, mais aussi avec Calced, qui dans cette région-là autorise l'esclavage et le commerce d'esclaves, et donc toutes ces tensions qui va exister entre ces 3 pôles de notre zone géographique et les conflits qu'il va y avoir. D'autant plus que Terryville est fracturé, divisé autour d'une nouvelle ligne de clivage entre les anciens marchands qui, eux, commercent notamment, ou ont commercé notamment avec les habitants du désert des pluies, et les nouveaux marchands qui se sont enrichis, donc un peu récemment, donc un peu une opposition entre nouveaux riches et anciens riches que j'aime beaucoup. Et en fait, tous ces enjeux politiques qui étaient à peine esquissés dans la première intégrale, là sont réellement développés. Et c'est magnifique, magistral, j'aime vraiment beaucoup, à tel point que j'enchaîne les tomes et que là, si j'ai pas continué, et donc si j'ai pas attaqué la dernière intégrale, c'est parce que je n'ai plus de crédit audible. Donc j'attends patiemment d'avoir mes nouveaux crédits audibles pour pouvoir les écouter. Ça va être une saga que je vais enchaîner dès que possible. En ce qui concerne les personnages, je vous avais dit que les personnages masculins dans la première intégrale m'avaient fait nettement grincer des dents, et c'est toujours le cas. C'est vrai que je suis désintéressée de l'histoire des personnages masculins, Kenith et Yemin, Kyle, ce trio de l'enfer, mais par contre les personnages féminins m'intéressent beaucoup, que ça soit Malta, Althea, Ambre, même Ronica et Kefria qu'on voit de plus en plus. Je suis intriguée par tout l'univers autour du désert des pluies, de ce qui se passe. On a énormément d'échos avec la première intégrale de la Saint-Royal. Beaucoup de questions dont j'ai envie d'avoir les réponses, et vraiment, je vais continuer. En SFFF, ce mois-ci, et plutôt en fantasy, j'ai commencé la saga, donc c'est une trilogie Tia d'Estelle Faye, qui est le tome 1 de La Voix des Oracles. J'en avais déjà parlé dans la vidéo où je découvrais Estelle Faye, parce qu'en fait c'était une trilogie
de fantasy historique, qui est un genre que j'aime réellement beaucoup et je vous renvoie à ma vidéo explicative sur le sujet. Et ici, on est en plus dans une de mes périodes historiques préférées. Donc c'était parfait, une autrice que j'aime beaucoup, un genre que j'aime vraiment beaucoup et ma période historique préférée. Donc quoi de mieux? Je l'ai lu en lecture commune avec Morgane et Lucie et c'était vraiment une de très chouette lecture. J'ai envie de savoir la suite et donc de continuer cette saga. Il faut qu'on se cale la date, mais n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs si vous voulez y participer. Je vais évoquer rapidement l'histoire et après vous expliquer ce que j'aime bien. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est plutôt le contexte historique. Donc c'est pour ça que si je laisse ce point-là un peu en suspens dans l'histoire, quand je vous raconterai l'histoire, c'est normal. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre pour une fois. Donc Tia, c'est une jeune fille éduquée en Aquitaine, ou ce qui va devenir l'Aquitaine, donc une région française, ici de la Gaule tout juste conquise, on va le formuler ainsi, et elle est élevée de manière solitaire parce qu'elle a un don, notamment le don de voir l'avenir, et c'est quelque chose qui est condamné notamment par l'Empire romain qui s'est christianisé. Donc déjà, j'avais dit que je faisais les choses dans l'ordre, mais j'ai évoqué, c'était difficile de faire autrement, un début de période historique. Bref, et donc à la mort de son père, tué par son frère quand même, Tia va parcourir les routes de Gaule, aidée par des compagnons de fortune pour essayer de sauver son père, qui n'est pas tout à fait mort, on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est vivant ou pas. Donc voilà, pour l'histoire, c'est un peu un parcours assez classique de fantasy d'une, ici, héroïne, là ça change, qui aidée de ses compagnes de route va rencontrer diverses péripéties pour une sorte de quête finale qui est ici sauver son père. J'aime beaucoup la maturité historique d'Estelle Faye dans ce texte et je l'avais déjà souligné dans la duologie Les Seigneurs de Bohême. En fait, ici, elle va prendre une période historique charnière qui est le basculement dans le christianisme de l'Empire romain, qui est quand même une période de grand bouleversement, mais aussi qui est une période où la Gaule qui a été conquise, colonisée, etc., commence à avoir des velléités, je sais pas si le terme d'indépendance est trop fort, mais dans cette idée-là. Et en fait, dans cette période de charnière où le christianisme renverse les religions anciennes, mais où aussi les religions, notamment en Gaule, qui nous intéressent ici, n'avaient pas disparu au profit des religions romaines, et encore moins, j'ai envie de dire, au profit des religions, de la religion chrétienne. Et donc, dans cette période historique, en fait, de bouleversement, mais en même temps, de bouleversements qui ont, dans les populations, moins de prise, ce qu'on peut laisser entendre, elle va placer son intrigue. Et je trouve qu'elle a une compréhension historique de ce qui se passe très intéressante, très fine, et qu'elle se sert de cette période-là pour nous raconter un récit qui, du coup, fonctionne. Et je trouve qu'elle fait ça brillamment pour nous raconter, en fait, ce que c'était de vivre en Gaule à cette période-là, comment les différentes tribus n'étaient pas du tout alliées et en fait comment l'entité gauloise n'a pas de sens historique, mais aussi les relations de ces différentes tribus entre elles, mais aussi avec les Romains et ce que ça fait d'être une Romaine, en l'occurrence ici Tia, qui est romaine de sang, de droit, mais qui n'a jamais quasiment mis les pieds dans l'Empire romain, et comment en fait toutes ces identités multiples et ce multiculturalisme, du coup, vont avoir leur importance dans l'histoire, mais surtout comment elle nous brosse ce tableau historique que j'aime vraiment bien, c'est vraiment bien fait. Je trouve que la fin est un petit peu précipitée du tome 1. Comme je l'ai laissé sous-entendre, ce qui m'a le plus happé dans ce récit, c'est ce cadre historique et cette maturité, cette intelligence des recherches historiques qu'a fait Estelle Faye, plus que l'histoire en elle-même. Mais j'ai vraiment envie de savoir la suite. J'ai préféré Les Seigneurs de Bohême, que j'ai trouvé encore plus mature, encore plus dark, encore plus prenant. Mais là, franchement, j'ai déjà adoré. Et franchement, Estelle Faye, ça va être une de mes autrices dont je vais suivre les parutions avec vraiment grand enthousiasme. Quatrième livre de SFFF que j'ai lu, et ici c'est un livre de fantasy, c'est Des milliards de tapis de cheveux d'Andrea Eschbach. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un auteur allemand
Et ce livre, du coup je suis très contente de l'avoir sorti parce que il faisait partie de ma palle ultime, qui a été, ce challenge a été un gros fail, mais je m'en doutais, je vous l'avais dit. Et surtout ça a été la LC, donc la lecture commune du Galactic Book Club, le book club de Snodza, donc de Marion. Et j'étais très contente de le lire parce que c'était un cadeau qu'on m'avait fait, il me hypait beaucoup et j'avais jamais pris le temps de le sortir, et là c'est chose faite. Il a frôlé le coup de cœur et j'en parlais encore avant avec la personne qui me l'a offerte avant de filmer cette vidéo, de pourquoi il avait frôlé le coup de cœur et qu'est-ce qui avait fait que ça n'avait pas frôlé le coup de cœur. Et en fait c'est un texte qui a mal vieilli sur la position, la représentation des femmes qui sont objectivées, qui sont sexualisées. Limite ça devient parodique en fait, les descriptions de ces femmes. Ils sont le vieux texte sur ces propos-là, mais par contre tout le reste est incroyable. Et du coup, je peux pas passer outre et vous dire que ça a été un coup de cœur alors qu'il y avait ces propos assez problématiques sur ces femmes et que moi j'ai pas trouvé justifié par la construction de l'univers. Mais c'est dommage parce que franchement, j'ai rarement lu un texte aussi bien ficelé, bien raconté, où l'exercice en termes de jeu d'écriture soit autant justifié par ce qui est raconté par le texte. En fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une forme pour une forme ou un jeu pour le jeu, mais que ça nous permettait de vraiment bien comprendre et du coup illustrer, symboliser ce qu'on lisait, et c'était vraiment très intelligent. Bref, pour l'histoire, c'est un livre de science-fiction, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est un livre de fantasy et de science-fiction. Je sais pas trop comment le narrer, sauf en vous paraphrasant la 4e de couverture. En fait, on est dans un monde sur une planète où il y a des castes, donc un système assez régi de structure sociale, où on a des tisserands qui, de père en fils, avec des règles très strictes, par exemple, ils peuvent n'avoir qu'un fils, vont devoir tisser des tapis avec les cheveux de leurs femmes, donc ils peuvent être polygames, et de leurs filles. Et grâce à ça, après, ils vont pouvoir vendre le tapis et subvenir aux besoins de leur famille. Ils peuvent tisser qu'un tapis dans leur vie entière, donc c'est quand même très contraignant. Il y a des marchands, etc. Bref, toute l'économie de cette planète est régie par les tapis de cheveux. Et pourquoi construire des tapis de cheveux? Pourquoi les tisser? Pour l'empereur. En fait, on nous dit que l'empereur veut ça, et ça sonne un petit peu comme un caprice. Et de fil en aiguille, et ça j'ai adoré, et vous noterez la métaphore, progressivement on a un dézoomage qui se fait, donc on part de ce petit village, de cette planète, pour arriver à l'Empire dans son ensemble. Et l'Empire dans son ensemble est un empire qui s'étend sur plusieurs planètes ou galaxies, je sais pas trop. Et du coup, on a par moment, et c'est pour ça que c'est un livre de science-fiction, un planet opéra ou un space opéra en fonction des différentes histoires qui nous sont racontées. Et je vais vous parler de la forme d'écriture. En fait, on a un zoomage, dézoomage constant qui nous fait osciller entre la fantasy et la science-fiction, entre ce qui se passe sur cette planète qu'on a rencontrée initialement et dans l'Empire. Cela est raconté par plusieurs petites histoires comme un recueil de nouvelles, et chaque nouvelle a son unité, a sa cohérence propre, elle se termine à la fin, mais ensemble, et j'ai envie de dire tissées ensemble, elles forment l'histoire avec un grand H de ce livre, de cette planète, de ce monde, et c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment cette forme d'écriture et ce qui a réussi à faire cet auteur. Les points forts de ce livre, en plus de tout ça, je vous dis vraiment ça a frôlé le coup de cœur. Un autre point fort du livre, c'est pour moi la compréhension de ce qu'est l'anthropologie et d'en faire le point central en fait de cette histoire. On a ce peuple qui tisse quand même des tapis avec des cheveux de leurs femmes, ce qui peut nous paraître très étranger, très autre, une mise à distance importante et qui peut questionner, voire rejeter. Et on a de l'autre côté un empire qui se meurt, un empereur qui est mort, un empire voilà intergalactique, et comment les deux arrivent à coexister, à se comprendre. Et du coup l'anthropologie là va jouer un jeu important, l'étude de l'autre, l'étude des autres peuples, de ceux qu'on comprend pas forcément. Et du coup pour venir expliquer à la fois des deux côtés, du petit, donc de la petite planète, du village qui tisse ses cheveux, comprendre ce qui se passe dans l'empire, leurs mœurs, etc. Et aussi inversement, et j'ai trouvé ça formidable et c'était vraiment très bien fait. Vraiment ce livre, ça m'a
touchée, j'ai adoré, il y avait du suspense, il y avait tout ce que je voulais, il y avait de la fantasy, de la science-fiction, du space planet opéra et en même temps de l'anthropologie, il y avait tout, même des propos problématiques sur les femmes, mais franchement en enlevant ça, si le texte avait bien vieilli, si on avait un auteur pas pétri de sexisme, on aurait eu une pépite entre les mains. J'espère vous avoir donné envie de le lire parce que j'ai passé un excellent moment de lecture et c'est publié chez La Talente en plus. Et dernier livre de SFFF que j'ai lu, et c'est le livre qui me permet de terminer une saga, donc une petite saga, c'est une duologie et il s'agit donc de L'épée, la famine et la peste, le tome 2 d'Aurélie Wellenstein que je viens tout juste de terminer hier. Ça va être très difficile d'en parler, il est bouleversant, il est touchant, il est très dur à lire. Il y a plein de moments où j'ai posé le livre en me disant je suis pas apte à continuer. Je viens de lire un truc qui est trop dur sur le moment, très interrogeant. Enfin voilà, j'avais besoin de mettre de la distance entre ce que j'avais lu et le moment présent. Donc il y a plusieurs fois où j'ai posé le livre et je tiens quand même à le dire parce que c'est très dur et je pense que les événements racontés sont durs mais sont aussi cette sensation de dureté et exacerbée par la plume de l'autrice qui est incroyable. Donc c'est une duologie, on se situe pas dans la suite directe des événements du tome 1, on revient un petit peu en arrière dans bien un tiers je dirais du livre, du tome 2 et en fait on a les événements racontés du point de vue d'un personnage qui, dans le tome 2, donc Conrad, est le méchant de l'histoire, et en fait, pas si caricaturalement que ça le méchant, mais en fait qui représente l'Inquisition, et c'est lui qui va personnifier la chasse que fait l'Inquisition à nos trois protagonistes, et donc héros-héroïnes du tome 1, auquel du coup on s'est forcément attaché. Et en fait progressivement, grâce au point de vue de Conrad, on va comprendre que nos héros-héroïnes du tome 1 ne sont pas si fabuleux et fabuleuses que ça. Alors on le savait, il y a eu des choses très dures qu'ils ont vécues et qu'ils ont fait, qui sont problématiques, notamment ils ont tué des gens. Je trouve que ce point de vue-là de Conrad les fait encore plus vaciller de leur statut de héros-héroïne. Et en fait, on perd un peu nos repères, à savoir qui a raison, qui a tort, qui est le héros finalement. Est-ce que c'est nos trois protagonistes ou est-ce que c'est celui-ci, la Conrad, le champion de l'Inquisition? Et on tombe dans un récit qui est très gris, très adulte, très mature, où en fait tout est zone grise, tout est remis en question et en fait on n'est pas dans un relativisme à toute épreuve où en fait tout se vaut, pas du tout, mais ça vient nous questionner sur nos normes, sur nos attentes, sur qu'est-ce qui est juste et pas juste, et en fait nous montrer que tout n'est pas blanc ou noir. Par exemple, Sullivan, qui est un héros qui veut renverser un système de domination, qui veut remplacer le roi qui veut tuer le roi qui est complètement fou et qui régit son royaume par la violence, par des tortures, par des guerres injustifiées. Donc renverser tout ça, c'est un but légitime. Mais Sullivan ment, tue, vole. Et donc bref, ça questionne en fait cette identité du héros, de l'héroïne, de la déviance, délinquance, de où est la norme et qu'est-ce que la norme et est-ce qu'on doit... et du coup, questionner la légitimité même de cette norme-là. Et nos quatre personnages principaux, donc les trois du tome 1 qu'on retrouve ici, et Conrad, qui sont quand même sur un plan d'égalité en termes de point de vue dont le tome numéro 2 passe par des moments mais très sombres, très durs, très violents encore une fois. Et j'ai adoré les suivre, j'ai adoré en fait l'univers qu'avait construit Aurélie Wellenstein, j'ai adoré ce qu'elle en faisait de ces personnages, de leur évolution, de leur relation et de la beauté de certains passages qui m'ont vraiment émue aux larmes. J'ai adoré cette duologie. J'ai trouvé que le tome 2 était largement meilleur que le tome 1. Je sais pas s'il est meilleur, mais je l'ai trouvé plus mature dans les thèmes abordés. Et c'était incroyable, vraiment. Je posais le livre parce que j'en avais le besoin, je pouvais pas faire autrement, c'était viscéral. Mais j'avais qu'une envie, c'était de reprendre ma lecture dès que ça allait mieux. Je l'ai dévoré, vraiment, j'ai adoré. Tout est pensé, que ça soit la couverture, pourquoi ici c'est une lionne et pas un loup comme dans le premier. Enfin bref, toutes les dynamiques entre les personnages sont incroyables. J'ai adoré.
adoré. Je sais pas si c'est ma meilleure lecture en fait de décembre. En tout cas, c'est une de mes 2 meilleures lectures. Mais lisez cette duologie, elle est incroyable, vraiment. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lire tout ce qu'a fait cette autrice parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai fait de très bonnes lectures quand même au mois de décembre puisque je vais vous parler de ma meilleure lecture en littérature blanche du mois de décembre. Et il ne s'agit ni plus ni moins de La Maison au sortilège d'Emilia Hart dont je vous avais déjà parlé dans mon tag de Noël parce que la couverture est verte. Et elle est magnifique cette couverture et en fait ce livre m'a touchée, m'a bouleversée. Je n'ai pas réussi à le poser, à arrêter de lire et franchement ça faisait bien longtemps que j'avais pas ressenti ça en lisant et merci parce que c'était un très bon moment de lecture. Donc pour l'histoire, dans La Maison au sortilège, on va suivre 3 personnes, 3 femmes à 3 générations différentes. Une au moment de la chasse aux sorcières en Écosse, donc au XVIIIe siècle, une en 1942 et la 3e de nos jours. Et elles vont toutes vivre des problématiques différentes, notamment liées à leurs conditions de femmes et au patriarcat et au sexisme qui régissent la société malheureusement. Et donc à travers ces 3 parcours de vie, on a déjà un discours très féministe et ces 3 femmes sont liées entre elles parce qu'elles font partie de la même famille et elles vont se rendre compte de manière assez différente qu'elles ont une capacité à communiquer avec la nature qui les étiquette comme des sorcières. Et la question est posée de savoir est-ce que c'est des sorcières au sens très commun du terme ou est-ce que finalement c'est pas juste des femmes qui ont un rapport privilégié avec la nature et qui ont entrepris aussi de développer ce rapport à la nature. Et ces thèmes-là vont être en fait l'occasion d'évoquer l'écoféminisme, qui est un thème qui m'est cher et qui me touche beaucoup, que je trouve très important. Et donc en fait, dans ce texte, dans ces 3 lignées de femmes, on va aborder des problèmes à la fois entre la nature et les femmes et des problèmes qui sont liés par la domination, encore une fois, du patriarcat qui va dominer et les femmes et la nature et essayer de la rationaliser. J'ai été très touchée par les 3 récits de femmes à des moments différents, mais vraiment les 3 sont bouleversants. Faites attention au trigger warning, il y en a quand même énormément. J'ai trouvé que c'était un texte très mature, très intelligent, essentiel sur les thèmes qu'il abordait, qui faisait réfléchir, qui était poétique aussi. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce livre, lisez-le. Il m'a cueilli à un endroit où je pensais pas qu'il allait me cueillir, à tel point que je veux tout lire de ce qu'a écrit Emilia Hart. C'est une autrice australienne, je crois, et ça a été son premier roman, mais tellement que c'était incroyable que je vais lire son prochain roman dès qu'il sort en avril en anglais, parce que c'était incroyable. En littérature blanche, j'ai continué une saga, une des rares d'ailleurs, j'en ai que 2 en littérature blanche que je lis, et j'ai continué la saga L'ombre du Chardin, et je m'excuse vraiment pour ma prononciation du japonais. Ici, le tome 2 s'appelle Ozuki, et c'est écrit par Aki Shimazaki, qui est une autrice japonaise qui a été naturalisée canadienne. C'est un court texte, hein, ça fait 110 pages, c'est une saga en 5 tomes, des tomes compagnons en fait qui se suivent pas vraiment mais où les personnages s'entrecroisent et s'entremêlent et c'est des tranches de vie, donc vraiment de la littérature japonaise comme on a nous l'habitude européen de consommer. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et ici, on va suivre une des personnes qu'on avait vues dans le tome 1 et une personnage en fait que j'aimais le plus qui s'appelle Mitsuko. Et en fait, on l'a connue parce qu'elle était travailleuse du sexe dans le tome 1. Elle était la maîtresse de l'homme qu'on suivait dans le tome 1. Bref, et donc là on va suivre sa vie à elle, son parcours, à essayer un petit peu mieux de comprendre parce que c'était une femme très mystérieuse dans le tome 1 et aussi on retrouve des aspects de sa vie, le travail du sexe qu'on avait dans le tome 1 et que j'avais bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était pas moralisateur dans la manière dont c'était évoqué. J'ai pas grand chose à vous en dire parce qu'en 110 pages il se passe pas beaucoup de choses, que comme je vous l'ai dit c'était tranche de vie, donc on suit cette femme sur une période de sa vie et c'est tout, il se passe pas 1000 péripéties. C'est une saga que j'aime bien, que j'ai envie de continuer et comme je vous l'avais dit, le tome 1 m'avait été conseillé par une collègue
au travail. Et du coup, là, elle a retrouvé le tome 2, 3, 4 et 5, donc elle me les a passés, et donc je vais essayer de les lire rapidement, un parce qu'ils sont courts, et deux pour lui rendre. Et donc ça va être une saga terminée assez prochainement, assez rapidement. Et c'est une saga que je vous conseille si vous voulez lire une saga ou découvrir de la littérature japonaise. Allez. Livre de littérature blanche que j'ai lu, c'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Je suis pas sûre de la prononciation, publié chez Totem, et on peut parler de cette couverture, ma foi, incroyable. C'est un roman policier. Ma foi, c'est le seul point positif du livre. Non, en fait, j'ai trouvé ça absolument pas crédible du début à la fin. Pour l'histoire, on va suivre Malcolm, qui est un libraire spécialisé dans la littérature policière, qui un jour reçoit la visite du FBI, enfin d'une agente du FBI qui s'appelle Gwen, parce que cette agente, elle est persuadée qu'il y a un tueur en série qui s'inspire de la liste, d'où le titre du livre, des 8 crimes parfaits recensés par notre libraire dans les livres. Mieux dit, le libraire Malcolm a fait une liste de livres, de 8 livres, dans lesquels le meurtre est, selon ses critères à lui, parfait, à savoir qu'il est peu probable que le meurtrier ou la meurtrière soit retrouvé après enquête policière. Bref, donc cette agente du FBI, Gwen, vient le voir pour avoir un petit peu de l'aide, ce qui est déjà pas très crédible, mais bon, passons. Comme s'il y avait que ce monsieur-là qui connaissait les 8 livres qui sont quand même connus du grand public, et donc c'est quand même peu crédible. Passons. Et donc nos deux compères vont mener cette enquête, sauf que Malcolm, notre libraire, il n'a pas un passé très clair, il y a beaucoup de mystères dans ce passé, ou en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire, et en fait il a commis des actes répréhensibles, je vous dirai pas lesquels, qui influent forcément sur les informations qu'il va communiquer à cette agente, qui elle aussi a un mystère qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, qui fait qu'elle communique pas vraiment toutes les informations à Malcolm, mais en même temps, est-ce qu'elle doit le faire? C'est un libraire, elle est du FBI. Bref, j'ai trouvé ça pas forcément très crédible. Tout ça pour à la fin avoir des suspects qui arrivent tous les 10 pages en nous disant enfin moi j'avais l'impression que l'auteur nous disait « Et ce suspect, vous en pensez quoi ?» Ah non, c'est pas crédible. Mais en fait, on le savait que c'était pas crédible vu tout ce qui s'était passé avant. À aucun moment, on nous a présenté des suspects crédibles, et c'est vraiment dommage parce que pour moi, j'ai pas retrouvé ce qui faisait le roman policier, ou en tout cas le charme du roman policier. Peut-être ce que moi je trouve, et que c'est très personnel, à savoir le fait d'enquêter et de se dire oui, non, peut-être. En fait, tous les indices à chaque fois nous faisaient comprendre que c'était pas les suspects ou les personnages que l'on rencontrait dans le livre. Bref, c'était peu crédible. J'ai trouvé que le personnage principal se prenait pas pour de la merde, et que ces remises en question marchaient pas vraiment, que c'était un peu douteux, et surtout ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que les 8 livres qui nous sont mentionnés sont spoilés de A à Z, donc déjà ça vous donne pas trop envie de les lire, et qu'on vous rappelle toutes les 30 pages le résumé de ces livres-là, un peu comme si on prenait le lecteur ou la lectrice pour une personne bête, comme si elle ne pouvait pas retenir ça, et surtout qu'elle pouvait pas comprendre que le crime qu'elle était en train de lire se faisait référence à un des 8 livres mentionnés avant, et peu importe en fait lequel. Enfin, j'ai trouvé ça très pompeux pour pas grand chose. Je me rappelle de qui est le meurtrier, mais même là je trouve ça toujours pas crédible. Bref, c'était un flop, c'était vraiment dommage parce que j'avais très envie de le lire, il me donnait envie au titre, à la couverture, au résumé, mais ça ne l'a pas fait. Et on arrive aux 3 derniers livres de cette vidéo, donc 2 de littérature blanche et un essai sur lesquels je vais pas m'étendre parce qu'en fait j'en ai fait une vidéo spéciale, et je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo vlog dans laquelle je lisais les 3 derniers livres qui me restaient à lire pour valider mon challenge 12 livres 12 amis, et j'en profite pour du coup expliquer ici aussi que je ne referai pas ce challenge pour plein de raisons que j'ai développées dans cette vidéo, et je vous évoque d'ailleurs dans cette vidéo par quoi je remplace ce challenge. Donc allez la voir en détail pour des avis déjà plus détaillés, et surtout au fil de la lecture. Donc le premier livre, c'est Amour de Léonard de Ricordo, histoire qui s'ouvre sur une agression sexuelle à un viol, donc faites attention à vous et lisez les trigger warnings. Le mari bourgeois va agresser sa domestique qui va finir par tomber enceinte, et confier dans une sorte d'arrangement un petit peu compliqué l'enfant au couple qui va l'élever comme le sien propre. À ça
s'ajoute une relation d'amour lesbienne entre la femme et la domestique. Dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment cette relation lesbienne, qui commence par une relation assez compliquée, vu que ça vient de cet enfant, comment cette relation va faire évoluer ces deux personnages féminins et les ouvrir et les éveiller à une certaine conscience d'être femme. Je ne sais pas encore si c'est une conscience féministe, mais en tout cas d'être femme, et comment elles vont prendre conscience de ce carcan dans lequel la société les oblige à vivre. Premièrement, j'ai beaucoup aimé aussi lire une relation lesbienne. J'ai beaucoup aimé m'interroger sur cette question en fait de classe, comment le fait d'appartenir à une classe sociale différente allait engendrer du coup des comportements différents chez ces deux femmes, et qu'il y avait une double oppression chez Céleste qu'il n'y avait pas chez Victoire, vu qu'elle est mariée à un bourgeois et elle devient donc bourgeoise, et comment du coup cette variable là est illustrée dans leur histoire d'amour. J'en parle pas très bien parce que j'ai oublié certains détails, mais c'était une très bonne lecture. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo. La deuxième lecture, donc la dernière lecture de littérature blanche que j'ai faite ce mois-ci, c'est Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado, qui est un livre hyper intéressant. Pareil, attention au trigger warning, sur une relation toxique, une relation de violence psychologique dans un couple lesbien. Donc c'était hyper intéressant déjà pour la visibilité que cela peut avoir, et montrer que ça n'arrive pas que dans les ménages, les couples hétérosexuels, mais je pense que personne ne pense ça, mais surtout pour les questions de est-ce qu'il faut en parler hors de la communauté LGBT de ces problématiques-là, et au risque d'introduire et d'induire un regard homophobe, mais aussi une justice qui est intrinsèquement homophobe dans ces histoires, ou est-ce qu'il faut garder ces histoires au sein de la communauté? Donc ça, c'est des questions que pose l'autrice dans cet ouvrage, et aussi pour sensibiliser du coup à ce que sont ces violences psychologique dans un couple. Et en plus, elle aborde ça avec un jeu d'écriture qui était, ma foi, moins intéressant que dans le livre des milliards de tapis de cheveux, où là je vous disais que vraiment la forme et le fond se répondaient, qu'il y avait vraiment un truc intéressant dans cette construction que j'ai moins retrouvé dans La maison rêvée de Carmen Maria Machado, mais c'était une très bonne lecture. Et dernier livre que j'ai lu au mois de décembre, et pas des moindres vu que c'est un essai, c'est Servir les riches d'Alizée Delpierre aux éditions La Découverte, une de mes maisons d'édition préférées. Un ouvrage de sociologie très abordable, dans lequel Alizée Delpierre va partir à la rencontre de ces familles d'ultra riches français qui embauchent du personnel de maison, donc des domestiques, et elle va aller interroger à la fois ces très riches mais ces domestiques pour essayer de comprendre ce qui se joue, donc savoir qui sont ces très riches et qui sont ces domestiques, pourquoi ils et elles acceptent ces emplois, qu'est-ce que c'est que réellement ces emplois, quelles sont leurs teneurs, et surtout elle va interroger ce qu'elle appelle l'exploitation dorée, donc le fait que les très riches les embauchent, les emploient, mais qu'il se joue une domination à la fois culturelle et économique, et surtout une exploitation parce qu'il y a une forte disponibilité des corps et des esprits des domestiques qui sont modelés au point d'être invisibles mais toujours présents par ces ultra riches. C'était incroyable, vraiment, j'en ai parlé beaucoup plus en détail, notamment des 3 premiers chapitres, donc encore une fois, allez voir cette vidéo si vous voulez plus de détails, et lisez de la sociologie. Et voilà pour ce bilan lecture du mois de décembre qui est déjà très long. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'en décembre vous avez fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas à les écrire en commentaire, ou du moins à laisser petit emoji, je vous le mets à l'écran, ça me fait toujours très plaisir. Encore merci pour tout votre soutien, vraiment ça me fait très très chaud au cœur, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.